Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Bernard Dada, qui est senior analyste chez Natixis. Il nous en dira un peu plus. Bonjour Bernard, merci de me recevoir. Ça va? Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez présenter votre métier? Oui. Et nous dire un peu quelles sont les missions dans votre quotidien? Bon, avec plaisir. Donc, je suis, comme vous dites, un analyste senior en matières premières. Okay. Je suis spécialisé en mines et métaux. Ça fait 15 ans que je couvre le secteur. Et ça fait partie de la recherche économique. Je fais partie de la recherche économique de Natixis. On est une équipe d'une quarantaine avec différentes spécialités. Donc, c'est surtout un métier de... Pas surtout un métier d'économie, c'est de l'économie. Okay. D'accord? Donc, dans mon métier, je couvre certains métaux comme l'or, comme l'aluminium, des métaux de base, l'aluminium, le cuivre et d'autres métaux. Et surtout, l'idée, c'est de faire des prévisions de prix. Okay. D'accord? Ces prévisions de prix que je fais sur 1 an ou 2 ans, personnellement, je ne le fais pas plus longtemps. Et la plupart du marché, des analystes qui ont le même job que moi dans les banques, ne le feront pas plus longtemps. Servent à soit en interne, soit en externe. En interne, c'est peut-être pour des projets de project finance, ou bien en externe, c'est peut-être pour des clients qui cherchent à voir s'ils doivent se hedger ou pas. Donc moi, je vais partir avec des vendeurs, je donne mon point de vue, et après c'est le vendeur et le client va écouter, et dépendamment de ce que le client pense de mon point de vue ou pas, il pourra dire au vendeur qu'est-ce que vous avez comme produit qui pourrait me protéger contre une baisse, vu que Bernard pense qu'il y a une baisse de ces prix-là. Donc nous, on ne s'assied pas, je ne suis pas assis avec le desk. Je ne fais pas partie de l'équipe de Sales and Trading. On est séparés, mais je travaille, je dirais, très étroitement avec eux, et pas que eux. Donc il y a d'autres secteurs dans la banque aussi qui sont en relation avec les matières premières qui vont me solliciter. Et quand vous dites que vous faites des analyses sur 1 an, 2 ans maximum, c'est parce que, si vous voulez, les matières premières sont volatiles, ou parce que, si vous voulez, on n'est pas vraiment sûr de comment les cours vont évoluer? C'est plus par rapport à une question d'imprévisibilité? Oui, c'est pile ça. Plus qu'on va dans le temps, plus les prévisions deviennent moins ou moins certaines. Et il y a différentes méthodologies, pas pour autant rentrer dans les détails, mais par exemple, si c'est à très long terme qu'on voulait voir quelque chose, par exemple sur 5 ans, sur 6 ans, sur 7 ans, on verra plus les cours de coûts de production. D'accord. Si c'est à très court terme, ça va surtout être les facteurs macroéconomiques ou la conjoncture macroéconomique qui va impacter le prix de l'or ou le prix du pétrole. Donc, je ne sais pas très de nos jours, mais les attaques qui se sont passées au Moyen-Orient, donc ça va être l'impact immédiat sur les prix à court terme, le prix spot. Ça ne va pas vraiment impacter les prix sur le long terme. Sur le long terme. Et quand vous dites par exemple que effectivement vous allez donner votre avis, vous allez dire voilà, on va avoir un retour où Bernard pense ça, à quelle fréquence vous vous réinterrogez, vous repensez si vous la question de la matière première? C'est-à-dire que vous faites un rapport tous les 2 mois, tous les mois, tous les ans? D'accord, donc ça c'est une très bonne question. Différents analystes vont avoir différentes habitudes ou différentes visions. Certains vont faire chaque trimestre. Il y en a d'autres qui vont faire un truc journalier. Il y en a d'autres qui vont faire... Donc, si c'est un truc journalier, c'est très newsy. Ça peut être très format journalistique parfois. Il n'y a pas quelque chose qui se passe tout le temps, chaque jour. Si c'est un format de trimestre, ça va être vraiment d'habitude l'offre et la demande. Et regardez, moi, ce que je fais, donc, c'est d'une part, ce qui va impacter mes décisions, c'est les événements qui se passent. Il y aura des paramètres, des datas que je regarde chaque jour. Et je vais me dire, oula, il y a quelque chose ici qui bouge trop. Qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que je publierai un papier sur ça, à titre d'exemple, par exemple dans le nickel, sur le LME. Récemment, on est à des positions short, net short, qui sont les plus grandes depuis 3 ans. Et donc ça c'est quelque chose qui va tomber sur mon radar. Je vais peut-être
songer à écrire un papier dessus. Okay. Donc, je ne suis pas figé vraiment sur des dates. Ouais. Je dois publier à cette date-là. Parfois, il y a des gens qui font ça. Ouais. Moi, c'est plus dans les événements et plus, entre guillemets, ce qui m'inspire. Parce que c'est pas juste en train de faire des commentaires sur ce qui s'est passé et le potentiel et les répercussions, que ce soit la guerre ou les répercussions sur les prix, mais aussi de voir, par exemple, il y a une nouvelle technologie, il y a comment ça pourrait impacter des législations en Europe, comment ça pourrait impacter les prix ou la production, etc. Donc, je vais écrire sur ces temps. Et beaucoup de fois, ça va être le client qui va m'inspirer, qui va me poser une question, et je n'aurai pas la réponse à la question. Il ne faut pas faire semblant que nous, on va avoir réponse à tout, surtout pas ça, sinon ça devient du bavardage inutile. Il faut être... et c'est une source d'inspiration. Donc, plus de conférences que je vois, plus de clients que je vois, plus j'ai de matériel à réfléchir. Okay. Et est-ce que votre métier, donc ça fait quoi, 14 ans vous êtes chez Natixis, est-ce que pendant ces 14 ans-là, est-ce que votre métier a évolué? Oui. Et comment il a évolué? Donc, lorsque j'ai commencé, je ne couvrais que les métaux précieux. Donc l'or, l'argent, le platine, le palladium. Après, après quelques années, on m'a demandé de couvrir aussi les métaux de base. C'était juste une opportunité qui s'est vue parce que la personne qui couvrait s'en allait et le poste n'a pas été pris par quelqu'un. D'accord. Donc ce qui s'est passé aussi, je dirais, durant ces années aussi, c'était à la place de juste faire des prévisions sur les prix des matières premières, de aluminium, etc. Mon rôle a changé pour devenir plus sur la transition énergétique. Personne ne m'avait jamais demandé auparavant. Je ne pensais même pas au lithium, au cobalt, au graphite, etc. Et maintenant, ces sujets-là prennent de plus en plus de place. Le rôle des métaux dans la transition énergétique prend de plus en plus de place. Effectivement. Ce qui fait que je suis plus sollicité, je dirais qu'il y a beaucoup plus sollicité qu'il y a peut-être 7-8 ans. Et d'ailleurs, donc effectivement, les métaux dans la transition énergétique, voilà, c'est quelque chose qui est un enjeu majeur, et on en parle au niveau de la souveraineté, etc. Est-ce que ce que je veux dire par là, c'est finalement, vous expliquez que votre analyse, elle est pour des gens en interne, mais aussi en externe. Est-ce que vous pourriez finalement nous donner une sorte d'exemple de personne en externe qui vient peut-être d'arriver, qui vient de vous demander des analyses par rapport à cette transition énergétique? Oui, donc... oui, c'est pas juste en interne, je dirais, mais c'est surtout à l'externe, puis en interne, je dirais. Vu que je suis sell-side, typiquement, on dirait que je suis sell-side, donc je suis plus axé vers l'externe. Donc, ça peut être soit pour des conférences, où je vais parler sur les batteries, sur le rôle des métaux dans les batteries, etc. Soit parfois, ça va être des clients qui sont soit des producteurs d'éoliennes, de panneaux solaires, etc., qui sont intéressés par l'évolution des prix, ou bien un producteur de voitures, ou bien donc ça va être cette sorte de clientèle, ou des batteries aussi, qui veulent savoir plus sur le marché de lithium, qui veulent savoir plus sur ces tendances, sur les tendances de prix. C'est pas nécessairement prévision de prix spécifique qu'ils cherchent. Autant il faut savoir que dans ce métier, ce qui intéresse beaucoup les clients, c'est plutôt la direction des prix. Et pendant combien de temps. Il ne faut pas vraiment se fixer sur je fais une prévision de l'or à 1983 $ l'once en moyenne pour l'année, et si le prix n'est pas là, on va me crier dessus. On va me crier dessus si c'est vraiment... on va pas me crier dessus, mais si j'argumente pas bien ma réflexion, c'est la réflexion qui compte plus que le prix lui-même. D'accord. Et surtout la direction du prix. C'est ce qui est plus intéressant en fait, c'est pas le prix lui-même de la prévision. Et maintenant, donc, vous avez parlé finalement de cette évolution des matières premières, des prix, on vient d'évoquer la transition énergétique. Peut-être plus globalement, sur 14 ans, comment est-ce que vous avez vu évoluer le prix des matières premières et peut-être séparer celles-ci parce qu'elles sont multiples? Oui, je dirais... Quand j'ai commencé, le plus cool, ça serait peut-être d'être dans le pétrole dans l'énergie. Les DEX qui étaient plus grands, etc. Je ne parle pas nécessairement de Natixis, je parle juste globalement. Et maintenant, c'est devenu plus...
petit à petit, on voit vraiment que une bifurcation et il y a plus d'intérêt dans les métaux et d'être vendeur ou de la recherche ou de la vente ou du trading dans les métaux. C'est un secteur qui a vraiment grandi en taille depuis que je suis arrivé. Donc, je suis arrivé peut-être en 2008, au début de la crise financière. Et donc, c'était... oui, c'est un secteur qui est devenu beaucoup plus large. Et dont on en parle beaucoup plus maintenant dans les métaux, parce que sans métaux, il n'y a pas de transition énergétique. Donc, je dirais, oui, c'est ce qui m'a tapé le plus à l'œil en termes de changement. C'est sûr qu'il y a plus aussi, ça se voit qu'il y a plus de data, plus de ressources pour moi pour faire de la recherche sur les métaux. Et d'habitude, et ça c'est un indicateur que le marché est en train de s'agrandir. Plus que le marché est niche, moins d'informations il y a sur le marché parce qu'il y a moins d'argent, moins de personnes qui s'investissent dedans. Donc quand on regarde par exemple le marché du pétrole ou du gaz, il a beaucoup de data parce que c'est des marchés qui sont très liquides, gigantesques historiquement. Mais là on voit de plus en plus de boîtes qui rentrent dans le domaine de donner du data sur ces secteurs-là, ce qui pour moi est un indicateur que c'est des secteurs qui s'agrandissent. Et vous parlez donc en 2008 du pétrole, quand vous êtes arrivé du gaz aussi. Aujourd'hui, c'est lesquelles les matières premières qui sont peut-être à l'image du gaz et du pétrole en 2008? Je pense le cuivre. Je ne parle pas de... Alors, si je donne un exemple, juste en parallèle, mais quand on parlait de pétrole, de problèmes de peak oil à l'époque, on parlait qu'on est arrivé au pic de supply, de l'offre, et les prix vont flamber, on ne pourra jamais rien faire, c'est la fin du monde, il n'y a pas assez de pétrole, il y a trop de demandes. En fait, ce qui s'est passé, ce qui est venu et qui a totalement tout bouleversé, c'était le pétrole de schiste, le gaz de schiste aux États-Unis, et les prix sont effondrés. Nous, maintenant, je dirais, dans la transition énergétique et dans les métaux, on fait face à un problème où la grosse question qui se pose, est-ce qu'il y a assez de métal, de minerais dans le monde pour répondre à la transition, aux demandes de la transition énergétique? The short answer is oui, mais c'est à quel prix? Parce qu'il faut creuser plus profondément, ça coûte plus cher, la teneur en minerais devient plus faible, mais les prix doivent être assez élevés pour encourager les investissements et la production. Et ce qu'on a vu au cours des dernières années, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'investissement parce que les prix étaient bas. En fait, il y a un lag, un délai de même quand on veut commencer une mine, ça prend énormément de temps d'avoir les accords. 17 ans, 16 ans. Si on veut augmenter la taille d'une mine, ça peut prendre 5-6 ans. Donc il y a toujours ce lag, ce délai dans ce secteur-là, qui fait que maintenant, pour le cuivre, on va se retrouver dans les prochaines, à partir de 2026-2027, avec un déficit dans le marché parce qu'on n'avait pas assez investi les années précédentes. Donc c'est ça un peu, je dirais, peut-être un parallélisme avec ce qu'on voit. Mais aussi, il faut comprendre dans les mines aussi, c'est le supply, l'offre arrive comme un escalier. Donc la demande peut être une ligne droite, transition énergétique, très forte demande. Et le supply, lui, l'offre, il arrive très lentement. Donc ça va être plat. Puis tout à coup, il y a un nouveau projet qui, après 5 ans, il arrive en ligne. Beaucoup d'offres, qui fait que l'offre est plus haute que la demande. Et après, bon, les prix chutent, et après, bon, personne n'investit. Après, non, la demande est plus élevée que l'offre, et donc on investit. Donc il faut penser à un escalier, il y a une ligne qui traverse l'escalier. Donc il y a toujours des surplus. Par exemple, là, on va voir des surplus dans le lithium. Beaucoup trop de lithium. Donc il y a 3-4 ans, on criait, il n'y a pas assez de lithium, c'est la fin du... C'est terrible. Là, ça va être l'inverse. Dans quelques années, dans 2 années, ça va être, on a trop de lithium. Et après, pour la transition énergétique, en soi, c'est pas une chose aussi mauvaise que ça d'avoir des prix plus faibles, parce que ça va encourager plus l'adoption des véhicules et des technologies. Bien sûr.
Mais c'est vrai que dans les marchés, d'habitude, on n'aime pas trop, ça crée un peu de volatilité dans ce sens-là. Le pétrole de schiste, par exemple, si vous investissez, après 9 mois, vous pouvez avoir du pétrole qui sort. Donc cet escalier-là, il est plus étroit. Effectivement. Mais donc, si vous voulez, il y a aussi un rôle du coup des États, parce que quand on voit qu'un permis d'exploitation, ça prend 7 ans, ça prend du temps. En Australie, ça prend 2 ans, mais peut-être en Afrique, ça prend plus de temps, et même ailleurs, ça prend plus de temps. C'est vrai qu'il y aura aussi un rôle de l'État pour pouvoir finalement de réduire finalement le droit à l'accès au sol. Et puis, il y aura aussi peut-être finalement il faudrait avoir des incitations peut-être économiques aussi. Oui, c'est quelque chose qu'on est en train de voir de plus en plus avec certaines législations européennes et même américaines pour essayer, je prends l'exemple européen, pour essayer d'encourager de miner en Europe. Donc il y a eu un truc qui s'appelle le CRMA, Critical Raw Materials Act, et une partie de ce que cette législation dit, c'est que 10% de ce qu'on consomme en ressources stratégiques, on voudrait miner d'ici 2030. Alors, c'est une autre question de voir si c'est réalisable ou pas. Et en partie, ce n'est pas juste une question d'argent, comme vous dites, c'est une question aussi de faciliter l'accès, ce qu'on dit le red tape, de réduire le red tape. Donc, ils ont promis qu'en fait, on aura un one-stop shop. Donc, si vous voulez faire une mine, je ne sais pas, en France, vous irez à un endroit et vous n'allez qu'à cet endroit-là, et lui va et c'est votre unique interlocuteur. Vous n'aurez pas à descendre, comprendre si vous êtes un investisseur étranger, aller à la préfecture, je ne sais pas, j'exagère, mais d'aller à gauche, à droite, de prendre du ministère de l'Environnement, du ministère des papiers à gauche, à droite. Et en fait, ça aide beaucoup. Donc, la réduction de ce qu'on dit d'un peu de moins de red tape. Et donc oui, ils travaillent sur les deux. C'est aussi des incentives au niveau financier, mais aussi au niveau de paperasse, au niveau de la vitesse à laquelle on octroie un permis aussi. Oui, exactement. Ces dernières années, il y a aussi, ces dernières années, même ces 3 dernières années, il y a eu le Covid et il y a eu la guerre en Ukraine. On a parlé beaucoup de matières premières, volatilité de matières premières. Est-ce que vous pourriez revenir dessus et finalement nous partager votre analyse par rapport à l'impact de la pandémie et de la guerre en Ukraine sur les matières premières? Oui, c'est une bonne question. Alors, je pense plus phénoménal que la crise financière de 2008, du moins de mon expérience, c'était le Covid au niveau des prix, parce qu'on n'avait jamais vu des prix négatifs du prix de pétrole. On ne savait pas à quoi ressemble le monde lorsque la demande arrive à zéro. Et aussi, on avait sous-estimé, on était dans un monde où on parlait toujours de mondialisation et d'interconnexion, de mondialisation, et on voit que lorsqu'il y a un problème au niveau local, automatiquement les pays se renferment sur eux-mêmes et vont mettre en priorité leurs propres citoyens. Donc, je dirais par exemple en termes de les masques, un exemple très simple, on n'en avait pas assez au Royaume-Uni ou en France, il en avait beaucoup en Chine, il faut se mettre en priorité eux-mêmes, etc. Et donc, aussi on a vu un peu dans les ressources naturelles, je dirais, mis à part la chute de la demande et donc les prix qui ont fortement baissé, c'était la reprise qui était intéressante parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes logistiques. Donc la demande, tout à coup, on a eu ce qu'on appelle en anglais bumper demand. C'est une demande qui voulait compenser, qui était celle de cette année et celle de l'année passée, en une fois. Donc celui qui n'avait pas acheté, ça fait 1 an qu'il n'a pas acheté, il voulait acheter, et celui qui en tout cas devait acheter. Et donc, en termes d'offres, on ne pouvait pas produire assez vite. Et donc, on revoit la flambée des prix des matières premières aussi, parce qu'il y a une demande trop forte sur les matières premières. Donc, je dirais ça. Et l'autre chose, c'était que l'Union européenne avait pris l'opportunité, peut-être, parmi les stimulus qu'ils voulaient faire, post-Covid, c'était de faire le European Green Deal et donc d'axer un peu plus sur la transition énergétique.
À l'époque, je dirais, l'idée de la transition énergétique avant la guerre en Ukraine, c'était d'arriver à une économie zéro carbone d'ici 2050. C'était ça l'objectif. C'était très bien durant le Covid ou après le Covid, on a investi dans ces secteurs-là. Depuis la guerre en Ukraine, l'idée de la transition énergétique, du moins d'un point de vue européen, américain, etc., c'est d'utiliser la transition énergétique comme levier pour aboutir à l'indépendance énergétique. Donc en Europe, on n'a pas les minerais, le gaz autant qu'on a besoin. On a réalisé après avec la Russie et ils ont arrêté les exportations de gaz. Et on veut nous se diversifier d'eux. Que le seul moyen en Europe pour aboutir à une indépendance énergétique, c'est la transition énergétique, c'est plus d'éoliennes, plus de panneaux solaires, peut-être du nucléaire, etc. Et ça aboutit à d'autres sujets après sur certaines terres rares, les minerais, etc., qu'on a vu aussi aux États-Unis. On voit clairement le rôle des matières premières maintenant dans la géopolitique et l'importance dans la production industrielle aussi. Et d'ailleurs, donc là on a évoqué le Covid, la guerre en Ukraine, si vous voulez, ce repositionnement des États vers cette nouvelle course-là en matières premières. Donc selon vous, quelles matières premières spécifiques vont peut-être évoluer ou s'envoler même, le cours va s'envoler dans les prochaines années, et pourquoi? D'accord. Donc comme j'avais mentionné le cuivre, alors, tous les métaux qui vont dans la transition énergétique vont en bénéficier à très long terme. On pourrait potentiellement même parler d'un super cycle de matières premières en relation à la transition énergétique, donc pas le pétrole, pas le gaz, pas le charbon, le gaz qui aide à la transition énergétique, mais qui n'est pas une finalité en soi d'avoir du gaz. Mais donc on aura le cuivre, l'aluminium, le nickel, cobalt. Après le cobalt, disons. Le cobalt et aussi le graphite et d'autres matières premières qui sont plus petites, dont l'économie a besoin de moins en termes de quantité que le cuivre, disons, mais qui sont primordiales en termes de terres rares, etc., pour la production d'aimants. Et le problème, je retourne, c'est le sous-investissement qu'on a vu. Donc ça va être ça le grand challenge pour la transition énergétique. Je dirais il y a deux. Un, c'est le CAPEX, le manque de CAPEX. Donc, de 2011, on a vu une chute forte des prix des métaux. Et donc, automatiquement, les entreprises, les miniers vont réduire leur CAPEX, les investissements dans le long terme. Mais je parlais de ce lag. Donc, même si on investit aujourd'hui, on veut mettre tout l'argent qu'on veut aujourd'hui, c'est pas avant 5, 10, 15 ans qu'on va voir l'offre qui va sortir. Et le fait d'avoir sous-investi avant, ça va impacter, on va commencer à avoir des déclins. Donc les mines qui commencent à vieillir, dont on a beaucoup puisé, c'est l'épuisement des mines, donc elles produisent moins. Donc on commence à avoir un déclin dans certains métaux comme le cuivre à partir de 2027. Et ça va être un challenge. Donc, ça, c'est le niveau CAPEX. Surtout que les taux qui étaient très élevés ces dernières années ont fait en sorte que, même si les prix étaient intéressants et qu'on croit à la transition énergétique, le fait que les taux soient tellement élevés, on se dit, bon, je vais attendre, parce que le taux redescend, le coût de financement du projet est trop élevé. Pourquoi je vais attendre? Je sais que dans un an, les taux vont peut-être commencer à rebaisser. Donc, il y a cet aspect-là. Le deuxième challenge, je dis, pour la transition énergétique, d'un point de vue européen ou d'un point de vue du monde de l'Ouest, c'est la Chine. La Chine au niveau de la quantité qu'elle arrive à raffiner. Donc, c'est le plus grand raffineur de loin du monde pour le lithium, pour plein d'autres métaux, pour le cobalt, etc. Et nous, en Europe, si on veut produire des batteries, on est à leur merci. En termes de terres rares, ils ont
97%. 97, etc. Sur certains métaux, même 100% de nos importations sur beaucoup de métaux, dont la moitié sont imprononçables, proviennent de la Chine. Mais sans ces petits métaux mineurs aussi, on ne peut pas produire notre high-tech. Donc c'est ça un des problèmes. Ouais. Vous voulez parler c'est un autre sujet, mais sur le graphite, sur le germanium et le gallium, c'était qu'en fait, c'est des quantités minimes qu'on importe qui ont une valeur nominale très faible, mais ça va dans des produits à valeur ajoutée, de très grande valeur ajoutée. Ouais. On ne peut pas produire nos chips qui coûtent une blinde et dont on revend à un prix très fort sans ces quelques centimes d'euros de germanium ou de gallium. Okay. Et donc, je pense que c'est ça les deux challenges pour l'Europe. Ils essayent maintenant avec le CRMA, avec l'IRA, etc. Mais ça va prendre beaucoup de temps pour se diversifier. Parce qu'effectivement, l'Europe sort des rapports où, donc, comme vous disiez, 10% si vous voulez, de l'exploitation doit venir de l'Europe. Aussi, si vous voulez multiplier les approvisionnements avec, si vous voulez, pas de dépendance en fait, parce qu'ils demandaient 65% maximum d'un seul pays. Aujourd'hui, la Chine, comme vous dites, on est peut-être dépendant à 100% de nos importations. Sur beaucoup de métaux à 100%. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'Europe, elle doit aussi se tourner vers revenir à l'Afrique, ou en tout cas rester en Afrique aussi. Alors, juste, il faut dire que ces targets de 65% et de 10% sont ce que l'Europe considère des strategic raw materials. Ouais. C'est pas tous les métaux. Et cette liste de strategic raw materials, ils ont une liste, est révisée chaque 3 années. Donc là, ils ont le nickel, mais je ne pense pas qu'ils auront le nickel dans 3 ans. Ah, vous pensez parce que la production de nickel, parce qu'un des critères, c'est aussi de mettre cette liste, c'est que c'est des métaux très importants pour la transition énergétique, pour notre transition énergétique, et il y a un stress au niveau de l'offre. Okay. Le nickel, on s'attend à ce qu'il y ait une abondance, déjà on commence à voir, mais dans les quelques années aussi à venir, donc ça ne m'étonnerait pas si le nickel repart vers ce qu'ils appellent les critical raw materials, qui sont l'autre catégorie, mais qui ne sont pas, dont on n'a pas nécessairement besoin d'avoir X% qui proviennent. Et donc, ce que je voulais dire aussi, donc, c'était finalement concrètement, parce qu'il y a des rapports qui sortent, c'est un enjeu pour l'Europe. Concrètement, c'est quoi les possibilités? Ça veut dire qu'elle va devoir inciter des entrepreneurs, les entreprises, inciter des indépendants peut-être, devoir développer des relations peut-être plus à la chinoise avec les pays africains. D'accord, c'est une très bonne question. Je pense que la leçon qu'on est en train d'apprendre, qu'on a appris, que ce soit à travers le Covid ou à travers la Russie, c'est qu'on est peut-être plus prêt maintenant à payer plus cher, mais être sûr qu'on va être approvisionné. Ça veut dire que avant, un producteur européen, ce qui s'est passé avec le germanium et le gallium, dont la Chine a presque arrêté, restreint les exportations, c'était qu'ils faisaient du dumping. Ce n'est pas des métaux compliqués, on en produisait en Europe. Après, on a arrêté d'en produire parce que personne n'a acheté. Pourquoi? Parce que les Chinois faisaient du dumping sur ces métaux-là. D'accord. Et en fait, les producteurs, le end-user qui fait les chips, lui se disait « Ah, mais ça me coûte 20% moins cher. » Même si c'est marginal, vraiment même marginal, tout petit, infiniment petit dans mes coûts, ben non, moi, mon intérêt, c'est de toujours produire moins cher. Donc là, la question, c'est que peut-être qu'on serait plus prêt à acheter de plus cher avec le shipping cost d'Australie et de pays qui historiquement sont plus amicales. Que ce soit du Canada, oui, ça coûte plus cher d'acheter du Canada ou de l'Australie ou du Chili, etc. Mais tant que ça ne provient pas d'un pays qui, du jour au lendemain, va se retourner contre moi. Donc, pour la question spécifique de l'Afrique, il y a certains pays africains avec qui on a des relations plus amicales, ça dépend du
du pays. Mais c'est surtout, je dirais, l'Amérique du Sud qui en bénéficiera, ou l'Australie, ou le Canada qui en bénéficiera le plus. Et j'ai l'impression qu'on sera plus prêt à acheter un peu plus cher, mais c'est comme une sorte d'assurance. D'accord. Mais en même temps, les Chinois, ça ne m'étonnerait pas s'ils vont dans leur politique de dumping. Ok, ouais. En fait, dès qu'on utilise l'arme de la restriction de l'exportation de certains produits, on apprend très vite la leçon. Il faut juste regarder le Japon. En 2010, il y avait un conflit avec la Chine sur quelques îles. Les Chinois ont arrêté d'exporter les terres rares. Certaines terres rares vers le Japon. Eux, je pense que c'était à 90%. Et là, ils sont à moins de 50%. Ils sont à presque 50% des importations de la Chine. Donc, ils ont pu se diversifier de la Chine. Parce que c'est la Chine qui produit toujours donc, la plus grosse quantité de ces métaux-là. Donc, il va falloir encourager certains pays à vouloir produire ces métaux-là à travers peut-être des tax breaks, je ne sais pas, mais d'une manière financièrement les encourager. Et donc là, on parle au niveau étatique. Au niveau étatique, et il faut aussi, plus important que l'argent, il faut aussi essayer d'encourager, de revoir comment on peut redévelopper le know-how, les skills qu'on a peut-être perdus au cours des dernières années, parce qu'on ne sait peut-être plus comment très bien, on n'est plus à la pointe de certaines manières de produire et de raffiner. Okay. Et de manière indépendante, parce que là on parle au niveau étatique, ce que l'État devrait faire, comment pour une entreprise aujourd'hui qui aimerait se lancer par exemple demain dans, je sais pas, dans l'ouverture d'une usine, travailler dans une mine, aujourd'hui est-ce qu'elle va recevoir des aides de l'État? Et finalement, qu'est-ce qui pour elle sont les enjeux? Oui, alors il y a plusieurs choses que l'État a fait avec au niveau européen, avec le NZIA et la CRMA. Donc je disais moins de red tape, c'est très bien. Il y a un pool d'argent aussi qu'ils peuvent, je reviendrai ça un peu plus tard, mais il y a aussi le upskilling. Donc l'Union européenne va dépenser pour faire du upskilling ou de reskilling de certains workers, de certaines personnes, pour connaître cette pool, cette piscine, français, ce puits de ressources humaines. Et après, il a l'argent. Maintenant, au niveau de l'argent, ce que l'Union européenne a fait, ça, je vais juste donner une différence entre ce que l'Union européenne opère, comment elle opère, et comment le IRA, Inflation Reduction Act, opère. Au niveau des batteries, par exemple, vous voulez ouvrir une gigafactory en Europe, l'Union européenne, ce qu'elle peut proposer, c'est que vous venez, vous lui pitcher votre idée, votre plan, etc. Eux, ils vont rentrer avec vous. Ils vont mettre un ticket avec vous et vous lancer dans la production. Ce que les Américains font, c'est différent. Ils vont vous donner des tax breaks, d'accord, à la production. Donc, vous êtes en train de produire X batteries, je vous donne des tax breaks pour chaque mégawatt, etc., que vous avez produit. Et ça va être très différent dans le sens où pour l'Europe, c'est super pour les startups, pour les États-Unis, c'est super pour celui qui est déjà établi. Parce qu'il produit déjà. C'est une approche différente, une mentalité différente. Ok, très bien. On va revenir un peu sur finalement les prix, la fixation des prix des matières premières. D'abord, alors aujourd'hui, actuellement, effectivement, on voit cette hausse des taux d'intérêt. Certains parlent de plafond, certains disent que c'est pas possible, que ça va encore augmenter parce qu'avec l'inflation est toujours présente. Mais ce qui nous intéresse, c'est finalement quel est l'impact sur les matières premières. D'accord. Donc, il faut penser que les matières premières sont toujours sont priced en dollars. D'où l'importance, le poids du dollar. Lorsque le dollar devient plus fort, d'habitude, il y a une corrélation négative avec les prix des matières premières, parce que le purchasing power des pays non dénominés en dollars baisse. D'accord? Donc il y a cet aspect-là.
Et donc, le taux des intérêts, par exemple, aux États-Unis, va aussi impacter la faiblesse ou si le dollar est plus fort ou moins fort. D'accord. Donc, ça va jouer indirectement sur les matières premières. Maintenant, sur l'or, c'est plus spécifique. L'or est le plus sensible au taux US. Ok. D'accord. Si je regarde tous les paramètres qui influent le prix de l'or, consommation de joaillerie, demande des banques centrales, demande des investisseurs européens, etc. Celui qui influe le plus, ça va être les taux US. Okay. Et c'est une corrélation aussi négative. Plus que les taux sont élevés aux US, plus le coût d'opportunité de détenir de l'or est élevé. D'accord? Parce que l'or te donne un rendement qui est à zéro, même négatif. Ça coûte de l'argent pour mettre l'or dans un safe et ça ne génère pas de comme ça coûte, c'est négatif. Et donc, plus que les taux sont élevés, plus ce coût d'opportunité est élevé parce qu'on peut se dire le dollar est un safe haven asset aussi, comme l'or, except qu'il me donne 5%, l'autre me donne moins quelque chose pour cent. Ouais. Donc d'habitude, il y a cette corrélation négative entre les deux. Et si les taux sont très très bas et qu'il y a une incertitude économique, on se dit autant détenir de l'or pour mon coût d'opportunité des bas. Donc ça, c'est juste un exemple, à titre d'exemple. Il y a une autre manière aussi dont les taux d'intérêt élevés pourront peut-être impacter les prix des matières premières, surtout pour les métaux de base, ça serait le coût de financement. Donc si les taux sont très élevés, le coût de financement est beaucoup plus élevé, on aura tendance à moins acheter. Ok, ouais, simplement, ok. Dans les termes les plus simples. Ok. Bon, dans cette logique-là, on parle du coup des fixations des prix, mais elle peut être aussi liée à la question de prévision des prix. Et en la matière, vous avez été reconnu plusieurs fois pour avoir gagné certains titres dans la prévision de certains métaux. Déjà, moi, je me suis demandé directement qui organise ça, qui organise ces petits concours de... Il y en a que c'est soit... Il y en a beaucoup, honnêtement. Il y a Bloomberg, par exemple, qui en fait où tous les analystes vont mettre leurs prévisions. Et après, ils vont faire une analyse dépendamment de ce que vous avez soumis par rapport à ce qui a été réalisé. Il y a d'autres organisations comme le LBMA, qui est un organisme spécialisé dans l'or, London Bullion Association. Lui va faire son propre truc, donc il y a beaucoup de trucs dans lesquels on peut participer. Il y a des Reuters, Bloomberg, qui font ça. Et donc vous, c'était quel métaux Moi, je suis plus reconnu sur l'or, sur les métaux précieux et un peu moins sur les métaux de base, mais comme je commençais avec les métaux précieux, j'ai plus de réputation dans ce domaine-là, mais aussi sur les métaux de base. Et l'analyse est la même entre métaux précieux et métaux de base? Non. Je dirais l'analyse des métaux précieux, surtout pour l'or, c'est beaucoup plus macroéconomique. D'accord. La conversation que j'ai eue avec vous sur les taux, sur la politique de la Fed, etc. Les métaux de base seront moins impactés sur cet aspect-là. Ça sera plus la Chine, la demande chinoise dans tout ce qui est construction d'immeubles, etc. Et aussi, il faut admettre que quand on fait nos prévisions, par exemple pour l'or, c'est que j'ai un modèle économétrique que je peux faire. Sur certains métaux de base, je ne peux pas le faire parce qu'il n'y a pas assez de data. D'accord? Donc, et ce n'est pas le modèle qui va dicter mon point de vue. Ce n'est pas que juste je vais mettre des chiffres et des prévisions à gauche, à droite de ce que mon analyste me donne sur les taux, sur l'analyste US. Non, c'est aussi une vision offre et demande sur ces choses-là. Pour l'or, c'est peut-être plus mathématique que pour les autres métaux. Mais je réitère que l'important, c'est plus les arguments. Ce qui intéresse plus le client, c'est les arguments. Pourquoi j'ai mis ce prix-là? D'accord. Pourquoi je vois ce prix-là?
C'est quoi cette logique qui est derrière ça? Et la tendance, c'est plus haut ou plus bas et d'argumenter. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement, il ne faut pas se fixer sur, bon, c'est très bien si je gagne parce que j'étais le plus proche au prix, mais c'est pas ça le plus important, parce que beaucoup de fois, on peut avoir le bon prix pour la mauvaise raison. Ok. D'accord. Il y a des analystes qui vont crier que le prix va baisser, mais il a baissé pour une toute autre raison qui n'a rien à voir avec ce qu'on s'attendait. D'accord. Donc, en termes de l'impact sur le prix de l'or de la guerre au Moyen-Orient ou puis pour le pétrole, il n'y a pas d'analyste qui avait mis ça, donc, qui a dit que le 7 octobre... Donc là, par exemple, pour peut-être un peu mieux comprendre les méthodologies de prévision, là, si vous choisissez peut-être par exemple une matière première qui est liée à la transition énergétique, peut-être pour avoir un exemple, qu'est-ce que vous regarderiez comme data? Et finalement, à la fin, est-ce que vous pourriez nous donner une prévision, par exemple, là, sur un an, pour une matière première précise? D'accord. Donc, je dirais, par exemple, je retourne au cuivre, je vais regarder l'offre et la demande. Est-ce que c'est un marché qui est en surplus ou en déficit? Ça veut dire, est-ce que je m'attends cette année qu'on va produire plus? Et j'ai beaucoup de sources, donc, en banque, je ne suis pas la personne qui fait ce qu'on appelle le primary data. Okay. D'accord. Je ne suis pas là en train d'appeler chaque compagnie minière à leur demander vous produisez combien cette année, en train de regarder chaque rapport. Je peux faire parce que je suis un one-man show en fin de compte. D'accord. Donc je peux parfois faire un sample, un échantillon des plus grosses boîtes. Ok. Et ça, c'est assez bien. Mais aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui vont des data providers qui vont me donner du data. Et c'est à moi d'interpréter ces chiffres-là. Ok. D'accord. Et de faire mes propres balances sur mes modèles de la demande, sur comment je vois le secteur automobile, comment je vois... Et c'est là où la partie macroéconomique est très importante, où les gens du data ne peuvent pas vraiment vous donner. C'est de voir aussi et de discuter avec mes collègues, de voir mon point de vue sur l'économie chinoise l'année prochaine, l'économie américaine, etc. Et c'est ce qui va me donner ce fil de est-ce que ça va être un catastrophique ou pas? Parce que comme je disais au tout début, sur 1 an, 2 ans, c'est surtout la macroéconomie qui va avoir un poids important. À très long terme, ça va être ce que les États envisagent en termes de politique. Il faut maintenant, pour l'or, si je donne un exemple plus concret, pour l'or, je vais regarder que les banques centrales achètent ou vendent. Là, je demande des joailleries de la Chine et asiatique. Ce que je pense que la Fed va faire, je vais tout ça mettre dans un modèle et je vais mettre des poids. Des coefficients. Des coefficients. D'accord? Sur ce que je pense et ce que je peux voir quand j'ai fait le modèle économétrique avec le plus probable pour vous. Était responsable de la plus grosse move dans la courbe. Et donc je vais avoir une courbe historique, d'accord, et je vais la mettre et voir avec la courbe, ma courbe, mon modèle à moi, comment il ressemble historiquement par rapport à ce qui a été déjà fait et combien il est collé. Plus qu'il est collé, mieux mon modèle est fiable. D'accord, est fiable. Et après ça, donc mes coefficients, je sais qu'ils sont bien paramétrés. Je vais mettre mes prévisions sur la Fed, mes prévisions sur l'inflation, mes prévisions, celles de mes collègues aussi, sur la demande de la Banque centrale, la demande de la trésorerie. Et là, je vais pouvoir voir un prix sur 1 an ou sur 2 ans. Mais ça ne marche pas, je dirais, ça marche bien ce modèle sur l'or. Ça marche très mal sur tous les autres. D'accord? Parce que je n'ai pas cette richesse de data. Oui, c'est surtout ça, je dirais. Et c'est pourquoi pour les autres, ça va être plus, mon point de vue, supply-demand, offre et demande, excédentaire, déficitaire, oui, non, et comment l'économie va faire. Et je dirais, je suis donc
Donc, d'une certaine façon, le prix que je vais mettre va être une réflexion de combien je sens que le marché, de combien je suis bullish ou bearish. Ok. C'est intéressant parce que finalement, on parle de data, etc., mais il y a quand même cette place, finalement, enfin, il y a votre place, en fait, il y a presque votre sentiment, il y a votre réflexion. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que voilà, au début, je vous pose la question et on pourrait dire, bon, ben, on peut automatiser, on rentre 3-4 chiffres, enfin, une centaine de chiffres, et en fait, on va nous donner une prévision, un prix, et puis ben, c'est bon, on a fini. Mais en fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a aussi ce que vous pensez, ce que vous voyez, et d'où le rapport macroéconomie, et aussi l'explication qui est importante, parce que comme vous l'avez rappelé, celui qui a le bon chiffre, et pour les mauvaises raisons, c'est pas non plus... Oui, bon. Ouais. Et il a le timing aussi qui est important. Alors, on a beau à crier, le prix va tomber, oui, mais quand? Parce que oui, il va toujours tomber ou il va toujours monter. Donc, c'est une question de timing. Mais aussi, c'est important, donc, la question dont vous dites, c'est l'intelligence artificielle, ChatGPT, etc. Donc, je me suis amusé à demander à ChatGPT la prévision pour l'heure. ChatGPT me dit, non, je ne fais pas ça. Parce que moi, tout mon data est jusqu'à 2021. Donc, il n'a pas de vue sur le futur. Maintenant, il y a des plugins. On peut plugin. Il y a des plugins. Mais, donc, j'ai rechangé j'ai pas regardé le plugin. Okay. Ce serait intéressant de regarder. Mais j'ai reposé la question à ChatGPT. Quels sont les paramètres que je dois mettre dans un modèle pour faire une prévision sur l'heure? Et il m'a donné des paramètres, mais c'était incomplet. Ce qu'il m'a donné n'était pas faux. Ok. Il m'a donné 3 ou 4 paramètres, mais ce n'était pas assez. Ok. Est-ce que vous pensez qu'en poussant le ChatGPT, il aurait pu trouver ces indicateurs-là? Je l'ai poussé autant que je peux. Bon, je ne suis pas expert en plugins, je n'ai pas essayé. J'essaie de pousser, reformuler. Non, parce qu'en fait, il est en train de juste sourcer ce qu'il y a déjà... Ce que les analystes ont déjà mis en place. Ouais, c'est ça. En fait, la manière dont je vois, c'est qu'il digère l'information des autres analystes. Donc, si je mets des bêtises sur Internet, qui sont publiées sur Internet, il va me reprendre mes bêtises. Mais il y a eu quelque chose comme ça où ils ont demandé comment s'appelle cette personne-là ou qu'est-ce que fait cette personne-là, et les gens s'étaient amusés à mettre en first page un mensonge. D'accord. Et il a ressorti ce mensonge-là. Ah oui, d'accord. Donc il y a ça effectivement. Parce qu'en fait, c'est très bien, je pense, que dans le monde juridique, etc., si on veut faire des résumés, etc., c'est très bon. Pour les prévisions, j'ai pas encore... C'est rassurant. C'est rassurant. Oui, c'est bon. Dans la mesure où vous avez sur votre place là, vous voyez. Oui, bon, je ne considère pas que, point de vue égoïste, je pense toujours que on peut se retransformer en quelque chose d'autre et que c'est bien pour l'économie d'avoir toujours des efficacités dans l'économie, et comme ça, peut-être je serai dans un truc où l'économie a besoin de moi et il ne faut pas être un luddite, je ne sais pas comment dire en français. C'est les gens qui étaient contre la technologie, qui ont cassé avec leurs outils. Je pense qu'en France, il y avait les usines, oui. C'était en Angleterre, ça. En Angleterre, oui, les Luddites. Donc ça. Et puis aussi, il y a le fait que quand on fait les prévisions, oui, il y a le modèle, je vais mettre les chiffres dans le modèle, mais les chiffres viennent de qui? C'est de mon collègue analyste US qui me dit, moi je vois l'inflation X cette année et l'inflation Y l'année prochaine. Ouais. L'analyste taux qui me dit, je vois les taux. Ah, ça, et moi je vais les mettre dans mon modèle. Ouais, donc l'important aussi d'être... Donc il a toujours quelqu'un derrière. Ouais. Il n'y a pas une machine qui fait pour la machine, pour la non. Donc ça, et je dirais aussi, le modèle aussi, il a ses limites. Dans le sens où parfois il faut changer les coefficients, parce que c'est les coefficients avec le temps, parfois là on voit une décorrélation entre l'or et les taux, à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais il y avait même eu ça pendant la guerre en Ukraine, non? Oui, il y a eu des décorrélations, donc le modèle même va souffrir. Donc ce que le modèle peut-être me dit, dans un environnement normal, c'est ça le prix, the fair price. Donc oui, c'est un peu ça.
Bon, maintenant, on va passer à la foire à questions. Donc, c'est des questions qui ont été récoltées dans un groupe, c'est des questions qui ont été posées par des étudiants, des grandes écoles, d'ingénieurs, de commerce, etc., qui étaient très intéressés par le secteur des commodities. Et donc, j'en ai regroupé quelques-unes. Et il y a une première question, finalement, voilà, il y a une demande de conseil. D'accord. Quel conseil vous donneriez, finalement, à un étudiant qui veut rentrer dans le secteur des commodities? D'accord. Peut-être d'abord commodities et après, précisément, analyste. Ouais. Ok. On va donner des conseils. Je dirais, moi, ce qui a marché Pour vous, ouais. Ce qui a marché pour moi, c'était surtout le fait que je lisais le journal même à l'école. Je dis à l'école, je pense que j'ai jamais raté un jour depuis le brevet. Je parais comme une personne très ennuyante, mais je pense sincèrement ne jamais avoir raté un jour depuis le brevet. Et donc, lorsque je suis arrivé à l'interview pour les matières premières, donc je dis des trucs économiques tout le temps. Comme quelqu'un qui avait 21 ans, je pouvais discuter déjà. Et ça se voit directement dans une interview, celui qui a ouvert le journal, qui n'a jamais ouvert le journal, celui qui a ouvert le journal il y a un mois, parce que si je retourne sur un an. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Parce que ça montre de la motivation. Ça montre, est-ce que vous êtes intéressé par les matières premières? Oui, bien sûr, j'adore les matières premières. Oui, alors qu'est-ce que vous pensez de la guerre en Ukraine? Parce que, clairement, celui qui est venu n'était pas... Peut-être qu'il a commencé à s'intéresser il y a un mois. C'est très bien, mais moi, si je vais interviewer 20-30 personnes, je vais prendre celui qui est le plus motivé et clairement, sa conversation va être plus riche. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas quelqu'un qui va faire mon job. Je ne cherche pas. I'm not seeking for knowledge. Ouais. Parce que je sais que lorsqu'on vient d'université, on ne sait pas grand-chose. Avec tous mes respects. Non, mais je vous le et moi-même, donc, en fait, les universités, ils ne nous enseignent pas comment travailler. J'ai fait de la finance, j'ai pas beaucoup appliqué ce que j'ai fait à la fac dans ce que je fais aujourd'hui. Ouais. D'accord? Et ce qui a pu beaucoup m'aider, c'était d'être au courant des actualités. D'accord? Donc ça, je dirais que pour celui qui veut rentrer, que ce soit dans les matières premières ou dans n'importe quoi dans la banque, il faut dès aujourd'hui lire chaque jour. Ouais. C'est ne pas rater parce que ça va vous faire construire ça va vous construire un historique dans votre tête dont vous pourrez retourner en arrière et piocher et faire des... Oui, moi je trouve ça c'est hyper important. Il faut être un peu calé, il faut avoir lu sur des sujets qui vous intéressent et montrer pourquoi vous êtes intéressé. La deuxième chose que je dirais aussi, mais ça c'est peut-être généralement, je ne sais pas si je suis en train de mettre trop à l'avant par rapport à vos questions. Non, allez-y. C'est aussi et ça peut paraître très anglo-saxon de ma part. Bon, j'ai fait le système anglo-saxon, j'ai fait le système français, j'ai fait le bac français, j'ai fait l'université américaine et j'ai fait l'université britannique. C'est que dans le système français, on est beaucoup trop stressé en seconde de décider que pour le reste de ma vie, je fais cette filière, je dois faire ça je peux pas me sortir. Je dois savoir ce que je dois faire maintenant va dicter tout le reste de ma vie. C'est pourquoi, parce que je ne sais pas ce que je vais faire ingénieur et ça va être la voie la plus safe parce que je suis pas sûr et donc je peux faire banque, etc. Mon expérience anglo-saxonne montre et prouve, je l'ai vu dans mon milieu de travail, faites ce que vous avez envie de faire à l'université, étudiez ce que vous avez envie de faire à l'université. Parce qu'on sait en banque et dans n'importe quel métier que lorsque vous sortez, franchement, vous ne savez pas grand-chose. On est juste là à mesurer vous êtes intelligent, vous avez fait une bonne fac, et moi, je veux pouvoir vous modeler de la manière dont je veux. Ouais. Et c'est pourquoi j'ai rencontré des collègues qui ont fait du trading, qui avaient fait histoire. Donc, je doute fort qu'en France, il y a quelqu'un qui va faire un major en histoire et monsieur va venir faire du trading. J'ai rencontré quelqu'un qui a fait de la musique. Je dis que je dois admettre que c'est dans très bonne université, d'accord?
Je parle de Cambridge, Oxford, je parle de... C'est vrai que c'est très UK tout ça. UK et c'est américain aussi. Ouais. D'accord, donc ne stressez pas trop. Donc, oui, peut-être qu'en France, on est toujours... Ouais. Mais je pense que c'est une erreur. On est toujours... mais je pense que... Il y a des filières S, ES, L, si vous voulez, c'est un exemple déjà même que... Enfin, à l'époque... Il faut décider, oui, il faut... Non, mais je veux dire, c'est que cette ouverture-là, anglo-saxonne, américaine, elle est pertinente, parce que si vous voulez, peut-être que le trader qui a fait Major Histoire, bah, il est pas plus nul que celui qui a fait Major Finance, parce que ça se rattrape peut-être en un an et demi, vous voyez. Oui, mais en fait, lorsque vous allez rentrer à apprendre comment faire du trading, des options, des trucs comme ça, vous allez apprendre sur le job. Ouais. Et c'est celui qui capte le plus vite, celui qui analyse l'information le plus vite et comprend le plus vite. D'accord? C'est ce qui compte. Moi, j'ai interviewé des gens qui ont fait finance, et donc je leur pose des questions sur les options, ils n'arrivaient pas à répondre. J'ai interviewé d'autres personnes où je leur ai expliqué le concept, qui n'ont jamais fait rien dans la finance, je leur ai expliqué le concept d'une option, et lorsque je leur posais plus de questions, ils arrivaient à comprendre la logique. Mieux que celui qui avait fait... Oui, parce que l'autre, c'est choquant, ça n'arrive pas à répondre. Donc c'est juste qu'il a mémorisé. Donc c'est ce que nous, on cherche. Ils vont chercher des gens qui sont logiques. Ouais. Donc quelqu'un qui a fait de l'histoire, ou c'est pas parce qu'il a fait des maths qu'il est logique. C'est pas parce qu'il a fait ingénieur que l'autre qui n'a pas... Ça, celui qui n'a pas fait des maths ou qui n'a pas fait ingénieur, ça veut dire qu'il est logique, qui comprend moins bien, qui comprend moins vite. Ouais. Et la deuxième chose que je dirais, et ça c'est quelque chose que je n'ai pas fait et que je regrette de ne pas avoir fait, peut-être parce que j'étais modelé au système français, et c'est pas pour dégoûter les gens, c'est pas pour dégoûter les gens qui m'écoutent, mais je trouve très enrichissant et très bon de faire, c'est de faire Bac plus 3 en quelque chose et un master en quelque chose qui n'a rien à voir. Si on fait... qu'on fasse ingénieur, biologie, 3 ans de bio, et après on fait ingénieur, ou maths, ou bien on fait finance et on fait droit. Et ça, c'est par exemple quelqu'un qui fait finance, qui fait droit, c'est super pour une banque. On a des gens qui ont travaillé dans le droit, qui ont fait 3, 4 ans, 5 ans d'avocat, après ils viennent en banque et travaillent dans le truc de finance, je ne parle pas d'un avocat. Lui, c'est super. Moi, par exemple, dans mon métier de matière première, celui qui a fait géologie, et après il a fait finance, ou n'a même pas fait finance, j'ai mon collègue, il n'a jamais fait de la finance, il a fait 3 ans de géologie, ingénieur géologie, il est super. Ouais, parce qu'il comprend réellement le produit. Mais ça me fait rire parce que moi, il y a peut-être un mois, j'ai interviewé un gérant de fonds chez Rothschild, il avait un fonds spécialisé dans le secteur de la santé, et c'est quoi son parcours? Il est pharmacien. Oui. Parce qu'il va comprendre mieux que n'importe quel banquier. Exactement. En fait, la finance, ça prend sur le job. Le pharmacien, le géologue, l'ingénieur civil, etc., ne s'apprend pas sur le job. Il faut avoir étudié avant. Donc un ingénieur civil qui a travaillé dans le bâtiment civil, qui part dans un fonds d'infrastructure, peut en 6 mois comprendre tous les principes de la finance. Parce qu'en tout cas, il n'a pas besoin de comprendre tous les principes de la finance du monde entier. Il a juste besoin dans son job à lui. Il n'a pas besoin de comprendre les options s'il travaille sur Project Finance. Donc, je dirais ça. Et le dernier truc, je dirais aussi, qui est très important, la richesse linguistique, plus de langues on parle, mieux c'est. Surtout l'anglais, mais c'est aussi d'avoir, ça c'est peut-être un privilège, mais d'avoir habité en dehors de son pays. Si on peut avoir une expérience professionnelle, surtout pas juste académique, c'est bien, vous faites 6 mois Erasmus, c'est mieux que de ne pas avoir fait ça, mais encore mieux, c'est d'avoir travaillé dans un pays qui n'est pas le vôtre. Parce qu'ils ont une manière de travailler qui est complètement différente de l'autre, que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, etc. Ça va toujours être très différent. Et ça, c'est très, très enrichissant. Ça vous donne une certaine flexibilité aussi. Généralement, ça vous rend flexible. Et plus qu'on est jeune et qu'on fait ça, plus notre
tête est malléable et prête à absorber, c'est comme un bébé qui apprend plus vite, etc. Donc ça, c'est je dirais, je ne sais pas quelle ordre j'ai dit, c'est la bonne ordre. Ah, et le dernier truc, je dirais aussi, le dernier truc que je trouve que les anglo-saxons sont très forts, c'est qu'ils sont proactifs, ils ont cette confiance, une partie de cette confiance, donc ils sont très bons en vente, etc. Je dis, c'est pas parce qu'on est plus bête ou moins bien, etc. Cette confiance vient de leur programme académique qui fait qu'à l'école, on les encourage à parler, à s'exprimer, même s'ils ne disent pas les trucs les plus... Tandis que dans notre système, je ne sais pas si c'était comme ça en France, mais au Liban, c'est genre, il faut lever son doigt, c'est des cours c'est magistral, on se tait, le prof part, il n'y a pas beaucoup d'interaction, il n'y a pas beaucoup de place. Donc je dirais, c'est si vous avez l'opportunité de faire partie d'un groupe de débat, debate club, ce qui est très anglo-saxon, où on vous force, on vous dit, vous la prochaine fois vous allez débattre moi contre toi, et je vous donne un sujet, et tu choisis pas quel côté tu vas être. Donc c'est pas quelque chose dont tu crois profondément, non, c'est un sujet minable. Ça, c'est super important. Ça développe une manière de parler, de s'exprimer et de faire du théâtre. Je ne fais pas de théâtre, mais je pense que quelqu'un qui fait du théâtre à l'école, au collège, pardon, je veux dire, ça donne une certaine confiance de s'exprimer en public, de ne pas avoir le trac, parce que je vois ces différences beaucoup de fois quand on vient du système français assez rigide, où on a juste à écouter. On n'a pas cette confiance, on a les connaissances, je dirais vraiment des connaissances super bonnes en théorie, on peut répondre à la question. Mais on n'arrive pas à dans la vraie vie, les gens ont envie de prendre un verre avec quelqu'un et c'est du bavardage, c'est pas le premier de classe qui va être premier au boulot. Ça c'est bien. Je dirais ça. Bon, pour revenir un peu sur finalement un conseil autour des matières premières, vous avez parlé de l'importance de s'informer, de lire le journal. Donc, pour ceux qui n'ont pas commencé, il faut commencer. Par rapport à un sujet comme celui des matières premières qui évolue sans cesse, on a parlé des nouvelles réglementations européennes, il va sûrement en avoir de nouvelles. Comment on fait pour s'informer par rapport à des sujets liés aux matières premières? Ouais, je pense, même à mon niveau, c'est pas que je lis les journaux économiques de très bons français, je ne veux pas nommer pour ne pas faire de la pub. Non, mais il y a des livres aussi. Moi, je peux citer, il y a Emmanuel H qui a sorti un livre récemment. Oui, il y a pas mal de livres aussi en anglais, en français que vous pouvez lire, mais je pense que le livre, c'est très bon pour apprendre en profondeur, mais on est limité par la publication du livre. C'est pourquoi le journal, c'est important. Je dis pas juste les journaux, il y a des journaux spécialisés pour les matières premières. Après, il y a des journaux plus larges pour la finance, et ça, c'est très bien déjà. Ça veut dire que moi, quand j'interviewe quelqu'un, c'est bien qu'il sache ce que c'est que le CRMA et le NZIA, c'était dans tous les journaux. Et aussi, il y a les sites spécialisés de mines et métaux, mais ça, je ne m'attendrai pas à ce que quelqu'un, sauf s'il est vraiment passionné, s'y mette. Mais déjà, commencer par des livres qui expliquent Commodities 101, ça c'est très bon, mais c'est surtout, je dirais, les journaux anglo-saxons ou français. Parce qu'il y a des journaux spécifiques pour matières premières, vous venez de dire? Oui, il y en a. Et c'est ce que vous lisez ou Oui, j'en lis souvent. On aura des abonnements. Après, il y a des trucs ultra spécialisés pour le data avec des publications très ponctuelles, etc. Ça, on n'a pas besoin de savoir. Mais... Et bon, maintenant on arrive à la fin des questions. Et donc on a l'habitude dans le podcast de laisser le mot de la fin à l'invité. Est-ce que vous auriez un dernier mot, un dernier conseil, peut-être un livre à conseiller ou même quelque chose à dire? Non, j'ai pas grand-chose à... Un dernier conseil pour les étudiants, peut-être un sujet... Je dirais que c'est un domaine, le domaine des matières premières, le domaine de la transition énergétique, c'est clair, je pense que vous le ressentez vous-même, ce n'est pas un secret que je vais partager, mais c'est que c'est un domaine très promettant. Lorsque moi j'étais plus jeune à l'école, au collège, disons en 2000 ou en 90 ans avant, on pensait toujours c'était tout ce qui était avec Internet. C'était ingénieur informatique, on ne parlait pas de transition énergétique, on ne parlait pas de matières premières.
Et c'était une voie. Donc, mais je pense que pour celui qui est maintenant, que ce soit à la fac ou à l'école, et qui va s'y mettre dans la transition énergétique ou dans les matières premières, qui sont en relation à la transition énergétique, aura une carrière sur 30-40 ans qui sera safe. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est un très bon dernier mot de la fin. Merci Bernard de m'avoir reçu à la Merci, c'était un plaisir d'échanger avec toi et bon courage. C'est super ce que tu fais. Merci à toi. Merci.